Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. Le ministre des Transports évoque le renforcement des mesures sécuritaires à l'aéroport d'Abidjan avec les populations riveraines. Le ministre Amadou Kone a rencontré ce samedi les chefs de communautés et de quartiers. Ils ont échangé sur les mesures de relocalisation et de déguerpissement qui se feront en 2 phases. Le secrétaire d'État chargé du logement social, Kofi Nguessan-Lataï, visite le site de logements sociaux de Grand Bassam. Il s'est entretenu avec les promoteurs immobiliers intervenant sur ce programme. Le taux de réalisation des travaux est estimé à environ 80% et tout est mis en œuvre pour le respect du délai de livraison. Le déploiement de la TNT, télévision numérique terrestre, se poursuit. Après Abidjan et Boaké, cap sur Korogo, la ville vient d'être connectée à ce système de diffusion d'images et de sons de qualité numérique. Le lancement officiel de la TNT dans cette localité a été fait par le ministre Sidi Touré. L'Asie, l'Amérique du Nord, maintenant l'Europe qui vient d'enregistrer ses premiers cas de coronavirus. Un 3e cas a été confirmé en France. 3 voyageurs récemment rentrés de Chine avaient été identifiés comme porteurs de ce virus. 1 à Bordeaux et 2 à Paris. Soyez les bienvenus sur RTI1. Il est le meilleur journaliste de l'année. Serge Koléa de RTI a été sacré Super Ebony à la 21e nuit de la communication, soirée des Ebony organisée par l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. 10 autres journalistes ont été primés à cette soirée de distinction qui se tient pour la 3e fois à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Quelles ont été les innovations, les attentes du jury et du comité d'organisation? Pourquoi le prix Ebony? Quelle est la vision du nouveau président de l'UNJCI pour la presse en Côte d'Ivoire? Nous avons justement le plaisir de recevoir comme invité de la page culture de ce 20h Jean-Claude Coulibaly, président de l'UNJCI. Bonsoir Jean-Claude Coulibaly. Bonsoir Marie-Laure. Dit JCC. Alors, depuis le 5 octobre 2019, vous êtes président destiné de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et vous venez d'organiser votre premier boni qui consacre, je l'ai dit, le meilleur journaliste de l'année en Côte d'Ivoire. Une semaine donc après l'événement, dites-nous, que ressentez-vous? Satisfaction ou déception après cette cérémonie? Un sentiment de fierté. Fierté pas seulement pour moi, mais toute l'équipe qui a en tout cas travaillé d'arrache-pied pour que cette cérémonie soit une réussite. L'avis des observateurs et bien entendu de tous ceux qui ont pris part à cette cérémonie. Nous pensons que nous avons tenu le pari. Il y avait quelques semaines, quelques mois, disons, où j'avais dit un peu ici sur ce même plateau que le pari sera tenu. Je pense que cela a été fait. Et le pari a été tenu. Vous allez nous dire donc les innovations qui ont été annoncées et qui ont été réalisées peut-être en cette année. La soirée des Ebony, je rappelle, est l'une des activités phares de l'UNJCI. C'est un rendez-vous très important pour tous les journalistes. Vous allez donc nous dévoiler les innovations dans une trentaine de minutes et surtout, quelle est l'histoire de ce prix? À tout à l'heure, Jean-Claude Coulibaly. Vous restez pour le moment avec nous. On va voir cette rencontre entre le ministre des Transports qui a évoqué le renforcement des mesures sécuritaires à l'aéroport d'Abidjan avec les populations riveraines. Le ministre Amadou Kone a rencontré aujourd'hui même les chefs de communauté et de quartier. Ils ont échangé sur les mesures de relocalisation et de déguerpissement. Je rappelle que le déguerpissement va se faire en 2 phases. Je vous convie à une autre réunion, celle organisée cette fois-ci par les centres régionaux des œuvres universitaires francophones d'Abidjan. C'est une initiative de la conférence des directeurs de CROU de Côte d'Ivoire et de l'association des œuvres universitaires francophones. Au cœur des discussions, la question du logement, le financement des œuvres universitaires et l'apport du numérique dans la vie des étudiants. Stéphane Leboué, Walter Amadou Ouattara. Des experts en charge des œuvres d'université des pays francophones présents à la rencontre internationale sur le logement étudiant. Ils partagent leur expérience dans la gestion des œuvres universitaires. Au centre des échanges, la réalité des étudiants dans leur cité et le financement du logement, de la restauration et de la mobilité des universités pour une formation de qualité. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche nous a mis en mission à l'effet d'aller à la rencontre des nombreux pays qui n'ont pas encore adhéré à l'AOF. L'objectif de la conférence étant naturellement d'harmoniser nos pratiques dans l'encadrement des étudiants que nous avons à charge.
Pour faire face aux défis de la gestion du cadre de vie de l'étudiant, les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires CROU de Côte d'Ivoire bénéficient de l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les œuvres universitaires occupent une place importante dans le dispositif d'enseignement supérieur, une place à préserver et à bonifier. Un encadrement réussi de l'étudiant induit de fortes chances pour celui-ci de produire de meilleurs résultats académiques. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique entend faciliter l'accès à l'enseignement supérieur à un plus grand nombre d'étudiants. Il compte également améliorer les conditions de vie de ceux-ci dans les cités universitaires. Cette rencontre internationale des responsables des structures en charge des œuvres universitaires marque le nouveau départ de la fêtière de CROU en Côte d'Ivoire. Et la question du logement est au centre des préoccupations du gouvernement. Le secrétaire d'État chargé du logement social, Kofi N'Guessan Lataille, vient de visiter des sites dans la ville historique de Grand Bassam. Il s'est entretenu avec les promoteurs immobiliers intervenant sur ce programme. Le taux de réalisation des travaux est estimé à environ 80% et tout est mis en œuvre pour le respect du délai de livraison. Nadia Ega, Francis Boifo. 2600 maisons sur une superficie de 90 hectares pour ce projet de logements sociaux démarré en 2014 à Grand Bassam. Le secrétaire d'État chargé du logement social était sur ce site pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Comparativement aux autres sites, ici, on n'a pas de problème de connexion à l'électricité et à l'eau potable. C'est déjà une très grande avancée. Et le seul problème, c'est la réalisation du canal qui va drainer les eaux usées. J'ai engagé l'entreprise qui est chargée de ces travaux de mener rapidement les études. D'ici février, on devait être en droit de recevoir le résultat des études et ensemble trouver la solution rapide pour que ce travail soit fait. Le chantier de Grand Bassam enregistre environ 80% de taux de réalisation des travaux avec un accès à l'eau et à l'électricité. C'est l'un des programmes les plus avancés sur les 4 du genre dans le district d'Abidjan, selon Kofi N'Guessan Lataille. Le programme de logements sociaux du gouvernement porte sur plus de 6600 habitations à construire, dont 2600 à Grand Bassam. Voilà, logement, infrastructures routières, ces infrastructures figurent aussi au nombre des priorités. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan vient d'ailleurs d'échanger avec les populations d'Azagué-Blida. C'est dans la commune d'Anyama. Robert Begré-Mambé a annoncé que 97 km de voies ont été bitumées dans des villages du district d'Abidjan et d'autres projets sont en cours de réalisation dans les secteurs de l'eau, de l'électricité et de l'emploi des jeunes. Nawa Fofana, Francis Boifo. Quand le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé arrive à Azagué-Blida, dans la commune d'Anyama, c'est un accueil chaleureux qui lui est réservé. Robert Begré-Mambé est l'initiateur du projet de bitumage de la voie principale du village. Avant le bitume, on ne pouvait pas accéder au village parce que la route était vraiment impraticable. Quand le président était saisi de la question, il nous a demandé de faire un programme qui prend en compte tous les villages aux alentours d'Abidjan. Nous avons réalisé plus de 97 km sur les 102 qui étaient prévus. Lors des échanges avec le gouverneur, la chefferie traditionnelle d'Azagué-Blida a fait plusieurs doléances. Le problème principal, c'est l'école même. Parce que les élèves, on a un nombre pléthorique d'élèves. L'accès au dispensaire est très difficile. Dès la semaine prochaine, pour la voirie, ce sera réglé. Pour la non bitumée, mais praticable en toute saison, ce sera réglé. Pour les écoles primaires, nous allons intégrer cela dans nos projets de cette année pour leur offrir des classes complémentaires d'ici la rentrée prochaine. En ce qui concerne le lotissement en extension, nous allons le réaliser pour eux gratuitement. Pour le château d'eau, nous allons travailler avec le ministère de l'hydraulique et avec nos propres moyens aussi pour faire en sorte que le problème d'adduction d'eau dans ces villages soit résolu définitivement. On doit consolider aussi la paix pour continuer le développement. À ce jour, le district autonome d'Abidjan conduit plusieurs projets dans les secteurs de l'eau potable, de l'électricité, les routes et l'emploi pour un montant de plus de 60 milliards de francs CFA.
Fresco, Sassandra ne sont pas oubliés dans ce programme de réhabilitation des voiries. Bientôt, les rues de ces villes seront restaurées. 10 km de bitume offerts par le chef de l'État. Et pour ces deux grandes villes du Boclès, 7 milliards de francs CFA seront décaissés pour la voirie. Une réunion technique vient de se tenir, nous explique Sam Kono. Dans la ville balnéaire de Fresco, seule la voie principale qui traverse la ville jusqu'à la mer est bitumée. Et cela depuis 1990 par le président Félix Houphouët-Boigny. Depuis, plus rien. C'est donc avec beaucoup de joie que les populations apprennent que le président de la République, Alassane Ouattara, accorde 5 km de bitume à Fresco. Grand merci au président Ouattara. Dis merci également au premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Parce que c'est eux qui vont nous apporter le développement. Si vous voulez, c'est eux qui vont nous sauver aussi aujourd'hui dans notre région. Et c'est eux qui sont en train de nous sauver. Et c'est pourquoi, hier, les chefs de village et les chefs de communauté ont apporté leur soutien au président Ouattara, au premier ministre Amadou Gon et au gouvernement ivoirien. Gens parce qu'ils savent regarder où est le développement. Le conseiller technique du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier qui a porté l'information aux populations de Fresco et de Sassandra, qui va également bénéficier de 5 km en plus de ce qui est déjà fait, indique que les travaux vont démarrer très bientôt. Fresco va bénéficier de 5 km de voirie. Sassandra va bénéficier aussi de 5 km. Comme vous le voyez, Sassandra va déjà bénéficier de 5 km. Ces travaux sont presque terminés. Ils vont bénéficier encore de 5 autres km qui va faire 10 km à Sassandra. Quant à la côtière, le conseil technique a indiqué que le gouvernement est à pied d'œuvre pour lancer les travaux dans les tout prochains mois. Nous partons pour l'Inde où la Côte d'Ivoire au travail est citée en exemple. La ministre Maria Toukone participe depuis mardi à New Delhi au partage d'expériences pour des pairs. Il est notamment question de l'amélioration et des paiements numériques au titre de la protection. Les efforts de notre pays dans ce domaine ont été salués. Hervé Blé. L'amélioration des paiements numériques au titre de la protection sociale est la préoccupation principale des membres de la Better Than Cash Alliance présents à New Delhi. Une rencontre pour, comme le recommande l'Alliance, permettre à ses membres de bénéficier des connaissances, des bonnes pratiques et des enseignements tirés les uns des autres. À Delhi sont donc explorées des solutions pratiques par des échanges de connaissances sur les paiements numériques. Ce qui a fonctionné ou pas est examiné, tout comme les raisons des succès ou des échecs. Sont présents à Delhi le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire et des pays observateurs, le Cameroun et le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire, au niveau de la zone UEMOA, fait partie du top 2, en réalité des pays les plus avancés en matière de développement des écosystèmes de paiement numérique. Et en matière en particulier de programmes sociaux, c'est véritablement l'un des pays leaders. Et justement, l'idée a été réellement de pouvoir faire venir un pays comme la Côte d'Ivoire pour faire profiter déjà de toutes les avancées qu'ils ont pu déployer dans le pays. La Côte d'Ivoire rejoint le Better Than Cash Alliance en 2018 et nous semblait nécessaire en venant en Inde que ce ne soit pas uniquement l'expérience indienne que nous puissions avoir comme présentée, mais également l'expérience ivoirienne qui puisse profiter également à tous les autres pays de la sous-région qui sont représentés. L'expérience ivoirienne, ses bons points, ses défis ont donc été présentés à cette rencontre internationale par la ministre Maria Toukone conduisant la délégation ivoirienne. Elle s'est félicitée de l'engagement politique fort qui accompagne le projet Filets sociaux productifs. Un grand merci au président de la République pour l'opportunité qu'il offre à la Côte d'Ivoire de bénéficier du numérique dans la mesure où les paiements pour les filets sociaux productifs se font via les téléphones portables qui sont offerts gracieusement aux bénéficiaires des projets filets socioproductifs. Nous avons vu à travers les différentes expériences que nous sommes leaders en la matière, en tout cas dans la sous-région. Et ce que nous pouvons gagner dans la collaboration avec l'Inde, c'est surtout pouvoir étendre notre champ d'action. Les travaux de la Better Than Cash Alliance, dont les membres travaillent à rendre les paiements numériques largement disponibles, se sont achevés ce vendredi.
Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant fait le bilan de ses activités et trace les sillons pour 2020. La ministre Ramatali Bakayoko envisage l'adoption d'une loi sur la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi, une innovation qui viendra certainement rehausser le niveau d'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. Christelle Bédéga, Godefroy Kambawa. La loi sur la représentation des femmes dans les assemblées élues, avec un minimum de 30% de femmes sur les listes des candidatures des différents scrutins. Une réalité depuis 2019 en Côte d'Ivoire. Cela est rendu possible grâce aux actions engagées par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. À cela s'ajoutent des actions pour l'autonomisation de la femme, un pan important du programme social du gouvernement. Nous pouvons dire que le bilan de l'année écoulée a été positif, dans la mesure où, grâce à la synergie d'action, nous avons obtenu des résultats significatifs qui ont impacté positivement la vie des familles, des femmes et des enfants. Je voudrais rappeler quelques acquis. La formation de 22 000 femmes et jeunes filles en alphabétisation, compétences de vie, couture et pâtisserie. La resocialisation et la réinsertion de 500 enfants vulnérables. La prise en charge de 150 000 orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. Des réalisations certes, mais des difficultés demeurent. Occasion pour le personnel de formuler des doléances et de présenter les perspectives pour 2020. Dans l'exercice de nos tâches, nous rencontrons quelques difficultés. C'est pourquoi je voudrais, au nom de tous, vous soumettre quelques-unes. Au niveau des équipements, nous souhaiterons le renouvellement des mobiliers de bureaux. Au niveau des bâtiments, la réhabilitation de certains bâtiments dont l'état de dégradation impacte négativement sur la santé des agents. Au niveau de la mobilité des directeurs centraux et régionaux, un véhicule de fonction leur sera utile pour leur mission sur le terrain. L'année 2020 s'annonce sous de meilleurs auspices pour le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Attention, c'était une fausse alerte. Pas d'engin explosif découvert dans la commune de Makori. Pour les faits, notez que des employés d'une entreprise de recherche environnementale sur l'érosion des plages de Grand Laou, qui logeaient à l'hôtel Wafou de Makori Zone 4, ont laissé dans leur chambre le matériel de travail, un collier retrouvé par le personnel de l'hôtel qui a tout de suite pensé à des explosifs. Mais fausse alerte, il n'en est rien. La situation est donc revenue à la normale. Le trafic qui était perturbé à la mi-journée est rétabli depuis quelques heures sur le boulevard de Marseille. Malheureusement, l'alerte de l'incendie donnée du côté de Yamoussoukro est avérée. On l'a appris aujourd'hui. Le gymnase du lycée scientifique de la capitale politique ivoirienne est en feu. L'incendie s'est déclenché cet après-midi. Les sapeurs-pompiers alertés se sont rendus sur les lieux et s'attellent à venir à bout des flammes. Le gouverneur du district de Yamoussoukro, le ministre du Commerce, Souleymane Derassouba, ancien élève même du lycée scientifique, se sont aussi rendus sur les lieux du drame. Les soldats du feu comptent faire la ronde pour empêcher la propagation du feu. Au chapitre défense à présent, le commandement supérieur de la gendarmerie nationale a rencontré l'ensemble des officiers supérieurs, officiers et sous-officiers au cœur des échanges, la sécurisation de l'élection présidentielle de 2020. On en sait plus avec Abou Sanogo. Le général de division Alexandre Apalotouri, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, à la rencontre de ces hommes. Une rencontre pour échanger sur la vie de leur institution. Officiers supérieurs, officiers et sous-officiers ont énuméré les acquis de la gendarmerie nationale en 2019 et se sont engagés à relever le défi de la sécurisation de l'élection présidentielle de 2020. L'année 2020 est certes une année électorale, donc une année de défis, mais je puis vous assurer, mon général, que vos gendarmes sauront se montrer à la hauteur. Nous prenons l'engagement de nous tenir très loin, en dehors des querelles et débats politiques, pour nous consacrer uniquement à notre mission, sécuriser les institutions, les personnes et leurs biens. Tout en les encourageant et les félicitant pour les résultats satisfaisants de 2019, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a invité ses collaborateurs à mériter la confiance du président de la République et de la nation. Nous sommes en 2020, une année électorale. Nous regardons dans une seule direction. Cette direction est la direction républicaine. C'est la direction de la loi.
nous ne devons pas nous laisser divertir. Nous devons, avec courage, nous tenir les mains et nous donner les meilleurs conseils. À l'issue, la première femme gendarme commando, la cellule antidrogue, l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale et d'autres services ont été récompensés. Et sur la scène politique, une plateforme vient de voir le jour au RHDP. Cette plateforme dénommée Plateforme pour la victoire du RHDP est créée pour encadrer tous les mouvements de soutien au parti en vue de coordonner les actions pour plus d'efficacité, comme nous le rapporte Éric Goré. Cet atelier, à l'intention des militants du RHDP, a pour objectif de les outiller sur les questions électorales, les enjeux, mais également les stratégies à adopter pour être victorieux à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Les Ivoiriens qui ont vu la souffrance des 10 années avant 2010 et qui ont vécu les années de 2010 à 2020, dans quelles mains ils voudront encore mettre leur Côte d'Ivoire? Nous voulons gagner au premier tour. Et une victoire se prépare, elle s'organise, elle se structure. Gagner l'élection dans la transparence, c'est le vœu si cher aux membres du Rassemblement des Républicains pour la démocratie et la paix. C'est une politique de proximité qui va se développer autour des lieux de vote, des bureaux de vote, des marchés, des hôpitaux. Partout, il y aura un Ivoirien. Une communication a aussi été faite au cours de cette rencontre. La recherche éminente de la paix et le maintien de la stabilité. Le président de la République reste ouvert à toutes les propositions. Donc, nous souhaitons que chacun puisse exercer conformément à la feuille de route de sa mission. La mission des hommes de Dieu, c'est de pouvoir rassembler tous les enfants de ce pays. Au terme de cet atelier, les militants sont déterminés à réussir la mission qui leur est confiée. Nous avons formé l'ensemble de ces personnes sur les outils digitaux, c'est-à-dire les logiciels qui ont été développés spécialement par le RHDP pour mieux piloter et maîtriser le processus électoral. Le RHDP veut démontrer à toute la Côte d'Ivoire sa vision politique basée sur la paix, la réconciliation et l'union de tous les Ivoiriens. Et toujours en politique, les planteurs de Côte d'Ivoire restent attachés aux actions de développement du président de la République. À Bangolo, ils sont venus de tout le Tonkoui et des régions environnantes pour témoigner leur reconnaissance au chef de l'État. Cette cérémonie était placée sous le parrainage du Premier ministre représenté par la ministre Raymond Goudou Kofi. Vous aurez le reportage complet de Kader Sogodogo dans nos prochains journaux. Ce samedi 25 janvier, le président du FPI, Front Populaire Ivoirien, a eu une rencontre avec les militants de son parti. Pascal Affi-N'Guessan a annoncé le congrès du FPI pour la réconciliation au sein du parti. Éric Goré, Ahmed Traoré. La rencontre du président du FPI, Front Populaire Ivoirien, et les militants du parti vise deux objectifs. Jeter un regard dans le rétroviseur sur l'année écoulée, fédérer toutes les énergies pour des élections libres et transparentes en Côte d'Ivoire dans le mois d'octobre. Nous ferons tout en cette année 2020 afin que la concertation nationale, le dialogue politique conduise à une CEI crédible, transparente, qui inspire confiance à tous et à des élections présidentielles ouvertes et inclusives. Toutefois, le président Affi-N'Guessan reste convaincu que la réconciliation au sein du FPI permettra à ce parti d'accéder à nouveau au pouvoir d'État. Le temps de la réconciliation est arrivé. Qu'il n'est pas loin le temps où Simone Gbagbo, Affi-N'Guessan, Oulaye Hubert, Assoadou se retrouveront sur le même podium, en train de faire le même meeting. Il n'est pas loin le temps où Sangaré, Isiaka et tous nos camarades, membres de la direction, seront dans des délégations communes avec Kone Boubaka, Etienne Amouakon, etc., parcourant la Côte d'Ivoire pour porter le message de réconciliation de la Côte d'Ivoire. La jeunesse du Front Populaire Ivoirien, JFPI, a quant à elle exhorté la direction du parti à poursuivre les discussions avec le gouvernement. La paix et la cohésion sociale par le sport. Le ministre des Sports, Dan Paulin, a invité donc ses collaborateurs ainsi que les présidents de fédération à promouvoir la paix par le sport. On en sait plus avec Arsène Kwasi et Esso Jean Silver.
Comme en début de chaque année, le mouvement sportif ivoirien dresse le bilan des activités de l'année écoulée et définit les perspectives de l'année nouvelle. C'est tout le sens de la rencontre entre le ministre des Sports et toute la grande famille sportive. Dans un langage de vérité et conciliateur, le premier responsable du sport a saisi l'opportunité pour exhorter les présidents de fédération à plus de rigueur dans leur gestion avant de les inviter à être des acteurs de paix et de cohésion sociale. Nous sommes en 2020, c'est une année olympique. C'est une année aussi, en ce qui nous concerne, qui est une année électorale, où nous avons beaucoup de supputations, souvent même des craintes, des peurs inutiles. Les valeurs du sport obligent tous nos concitoyens, obligent les gestionnaires de cité, les gestionnaires du pays à faire appel à notre expertise. Dao Paulet n'a pas manqué de souligner que plus de 450 milliards de francs CFA sont en cours d'investissement dans la réalisation d'infrastructures sportives au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Prenant la parole au nom de la conférence des présidents de fédérations sportives, Soumaoro Mamadou a plaidé pour l'augmentation de la subvention allouée aux fédérations, sans oublier les arriérés liés au financement des compétitions internationales. À son tour, le représentant du Comité national olympique a exprimé le désir d'avoir un cadre de concertation avec la tutelle pour débattre de toutes les questions liées aux difficultés des fédérations sportives. Attention, vigilance renforcée avec coronavirus qui fait des dégâts en Chine, l'Asie, l'Amérique du Nord. C'est maintenant tout de l'Europe qui ont enregistré ces premiers cas de coronavirus. Un troisième cas a été d'ailleurs confirmé en France. 3 voyageurs récemment rentrés de Chine avaient été identifiés comme porteurs de ce virus mortel. 1 à Bordeaux et 2 à Paris. Tous avaient séjourné à Wuhan, la grande ville où cette nouvelle infection est apparue en décembre dernier. Ici en Côte d'Ivoire, le déploiement de la TNT, télévision numérique terrestre, se poursuit. Après Abidjan et Boaké, cap maintenant sur Korogo. La ville vient d'être connectée à ce système de diffusion d'images et de sons de qualité numérique. Le lancement officiel de la TNT dans cette localité a été fait par le ministre Sidi Touré. Basculement de la Côte d'Ivoire au nouveau système de la télévision numérique terrestre. Les choses bougent sur le terrain. Après Abidjan et Boaké, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, et les responsables de la société ivoirienne de télédiffusion en pleine campagne dans le Poro. Un téléviseur, un décodeur et une antenne UHF. Voilà les équipements appropriés. Seule condition pour recevoir gratuitement les images de la télévision numérique. Cette gratuité répond au programme social du gouvernement initié par le chef de l'État Alassane Ouattara. Ici à Korogo, l'intérêt de cette gratuité a été bien perçu. Il fallait relever ces défis. Et je pense que ce défi aujourd'hui est relevé, ne serait-ce que voir toute la population est sortie. Nous avons travaillé avec les chefs de quartier, avec tous les responsables administratifs. Le préfet a lancé un mot d'ordre à toute la population. Rien qu'à avoir une petite antenne et que d'ici février, ils vont avoir 7 télévisions gratuitement. Ils se sont dit, voilà une occasion pour nous de garder au moins chaque fois 5 000 francs par mois dans la poche. Mobilisation exceptionnelle pour le lancement officiel de la TNT avec la présence massive des représentants de toutes les couches sociales de la ville. Occasion donc pour le maire et le représentant du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de saluer cette mobilisation. L'État s'attelle à mobiliser tous les financements nécessaires à l'achèvement du projet TNT à travers tout le pays pour vous permettre de bénéficier de tous les avantages de la télévision numérique terrestre. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Temoko Touré, lui est revenu sur tous les avantages de la TNT. Nous invitons les populations de Korogo, mais les populations surtout au niveau national, de faire le pas qualitatif vers la TNT qui leur offre l'opportunité d'une diffusion de qualité numérique, sans interruption, quelles que soient les intempéries, mais surtout la gratuité de tous les différents programmes. Avec ce nouveau centre émetteur, Korogo et les autres villes environnantes, notamment Napié, Silimatiali, Ferke et Dikodougou, sont désormais connectés à la TNT. Et belle transition pour ouvrir maintenant la page culture de ce 20h.
Ebony 2019 a refermé ses portes à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, et la RTI a glané des lauriers. Le 24 janvier dernier, la direction de la radio-télévision ivoirienne, à sa tête, Faustini Dembélé, a au cours d'une cérémonie honoré les 6 journalistes de RTI primés donc lors de la 21e édition des Ebony. Serge Collé à Super Ebony est journaliste à RTI et notez que Ebony est une soirée de distinction des meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire. Et justement, nous sommes en compagnie de notre invité de la page culture de ce 20h, Jean-Claude Coulibaly, président de l'UNJCI. Il nous parlera donc du prix Ebony et de sa vision pour le rayonnement de la presse ivoirienne. On vous retrouve, JCC, ou Jean-Claude Coulibaly. Nous allons revivre ensemble cette soirée des Ebony tenue pour la 3e fois, je rappelle, à Yamoussoukro, et ouvrir le débat sur ce plateau. On va revivre ensemble cette belle soirée. C'était un défi à relever pour l'équipe de Jean-Claude Coulibaly. La 21e nuit des Ebony à Yamoussoukro, plus de 300 journalistes se sont donné rendez-vous dans la capitale politique pour ce concours qui a vu le sacre de Serge Collé, journaliste à la rédaction du RTI 1. Ils sont 6 journalistes de la RTI à obtenir un trophée, un véritable tour de force. Notons que 17 prix ont été distribués sur 28 journalistes nominés. Le prix Ebony de la presse est pour cette année 2019 articulé autour d'une note d'espoir. Le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, a tiré la sonnette d'alarme car selon Jean-Claude Coulibaly, la presse est dans un état comateux. L'environnement actuel, exacerbé par l'impact des nouveaux médias, est étouffant et précaire. Un changement de lecture s'impose donc à travers un traitement des chocs. Un financement direct de l'État par exemple, c'est-à-dire 0,01% du budget actuel, soit 8 milliards de francs CFA. Un juste retour des choses selon le président de l'UNJCI, car plusieurs fêtières bénéficient déjà de subventions conséquentes. La presse à ce contre-pouvoir sujet à bien de tentations devrait aussi avoir les moyens de mener sa barque. Un constat mais aussi des perspectives. La parole est donc au président de l'UNJCI. La parole est à vous, Jean-Claude Coulibaly. On l'a entendu dans le reportage, lors de votre discours, vous avez dit la presse est dans un état comateux. C'est pas trop fort? Ce n'est pas fort, le 10, c'est pas fort parce que, vous voyez-vous, depuis quelques années, lorsque les nouvelles technologies, en tout cas de la communication, ont pris, si vous voulez, le champ, aujourd'hui, la presse traditionnelle, que ce soit la presse papier, la presse radiophonique, la presse audiovisuelle et la presse même en ligne, parce qu'il était, à un certain moment, on pensait que c'était la panacée, c'est une lueur d'espoir, mais on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas le cas, parce qu'il y a le dégraissement des recettes, des ventes, en tout cas des journaux, et il y a aussi les recettes publicitaires qui, en tout cas, sont en train de diminuer. Or, ce sont les 2 principale source de revenus, en tout cas, de toute entreprise de presse. Il y a les journalistes qui sont sans salaire, vous l'avez décrit également. Journalistes sans salaire, et malheureusement c'est le cas. Il y a plusieurs arriérés de salaire, on parle même de plusieurs années d'arriérés de salaire. Ça, le groupe Nouvel Horizon SA, par exemple, aujourd'hui a 3 ans d'arriérés de salaire. C'est pourquoi il y a actuellement en ce moment une grève, en tout cas dans cette entreprise-là. On espère qu'une solution sera vite trouvée. Alors, vous revendiquez, vous réclamez 0,1% sur le budget de l'État. Comment va se faire la gestion? 0,01% qui équivaut à 8 milliards, en tout cas, de francs CFA. Et je rappelle que l'État nous octroie déjà, vous pouvez rappeler le chiffre? Oui, aujourd'hui, nous sommes à plus d'1 milliard, en tout cas, d'aides. Au niveau à travers le fonds. En tout cas, l'État fait beaucoup, il faut le reconnaître. Même déjà au niveau de l'impression. L'impression des journaux a été subventionnée durant plusieurs années par le fonds. Et il faut le reconnaître que le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a fait beaucoup depuis qu'il est là pour la presse. Mais on veut plus, vous demandez plus. Mais nous demandons plus parce qu'on ne peut pas, en tout cas, guérir quelqu'un dans un état comateux qui est dans le coma avec des aspirines ou bien un cachet Nivaquine. Voilà. On y espère que le message a été entendu. D'ailleurs, il a été relayé fortement du côté de Yamoussoukro. Pourquoi le choix de Yamoussoukro? C'est la 3e fois, je rappelle. Et pour votre premier boni, vous partez encore à l'intérieur du pays, vous choisissez Yamoussoukro. Pourquoi? Yamoussoukro, parce que Yamoussoukro, c'est un symbole. Tout Ivoirien sait que Yamoussoukro, c'est vraiment la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Mais au-delà de la capitale politique, c'est la ville de la paix. La ville du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny.
Donc Yamoussoukro représente pour tout Ivoirien un symbole. C'est un carrefour de tous les peuples de Côte d'Ivoire. Donc il est important vraiment de temps en temps de retourner à Yamoussoukro pour se ressourcer. Et ça sera encore pour 2020 ? Bon, si... Ou bien vous ne voulez pas dévoiler pour le moment? Non, pas pour le moment, mais en tout cas, pourquoi pas, on peut retourner à Yamoussoukro. Parce que puisque la 21e édition a vraiment plu à nos invités, nous pensons que si l'occasion se présente, n'allons pas cacher là-dessus. Peut-être installer définitivement la soirée des Ebonies à l'intérieur du pays, c'est un projet? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, on constate, Jean-Claude Coulibaly, que vous avez conservé le jury du prix Ebony. Quelles sont les raisons? Les raisons sont simples. La période électorale, en tout cas au niveau de l'UNJCI, a été plus longue que prévu. Nous avions, quand on a fini, nous avons été élus le 14 septembre 2019. On avait peu de temps, en tout cas, pour organiser les Ebonies, la nuit de la communication, pour ne pas véritablement rentrer dans des retards techniques. Nous avons décidé de maintenir tout le monde, surtout que les membres du jury, la commission permanente et le grand jury ont depuis des années, depuis plusieurs années, fait du bon boulot. Donc je pense qu'il était important qu'on les maintienne pour aller très vite. Et c'est ce que nous avons fait. Encore pour 2020? Bon, là, cela dépendra du conseil exécutif. Et quand on va tirer les bilans ensemble, on verra ce qu'on fera. Alors, quels sont les rapports entre le jury et le conseil exécutif que vous dirigez? Ce sont les rapports excellents, je pense. Il n'y a pas de souci. N'oubliez pas que ce soit la commission permanente et le grand jury, ce sont nos dévanciers pour la plupart des professionnels vraiment aguerris, qui sont connus, qui ont vraiment fait leur preuve dans le métier et qui sont des personnes qui sont d'une probité morale, en tout cas approuvée et éprouvée. Donc je pense qu'à ce niveau-là, je ne vois pas d'inconvénient que peut-être certains d'entre eux puissent revenir encore pour l'édition prochaine. Alors avez-vous connaissance en tant que président de l'UNJCI des résultats avant leur proclamation? Non, c'est-à-dire à l'UNJCI, surtout par rapport à la nuit des Ebonies, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire n'est au courant des résultats qu'à 15 minutes, je vous dis bien 15 minutes de la proclamation dans la salle. On me souffle à l'oreille que c'est telle personne qui a le prix Ebony. Il n'y a pas d'influence. Nous sommes très loin. Demandez au grand jury, demandez à la commission permanente. Je ne vais jamais, en tout cas, là où ils travaillent, et il y a beaucoup de... Les membres du jury, il y a certains membres du jury que je ne connais pas même, je connais pas. Je vais vous faire une anecdote, par exemple, une de mes tantes, qui est Mme Diégou Bailly, par exemple, c'est dans le hall de l'hôtel président... Vous avez appris qu'elle faisait partie du jury. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, elle a dit, mais tiens, on se trouve ici. Bon, c'était une sorte de reproche. Je lui ai dit, tanti, je vais aller te voir. Alors, voilà, c'est ça. Comment les nominés peuvent-ils avoir accès à leurs notes après la proclamation des résultats? Ils étaient 28 nominés, 17 ont été primés. Alors, pour ceux qui voudraient certainement avoir leurs notes, c'est possible? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a pas de notes parce que on veut faire vraiment les choses dans les règles de l'art et en toute transparence. D'accord. Et ce sont, vous l'avez dit, des professionnels aguerris qui proclament ces résultats. En tout cas, moi, je vois des gens, par exemple, parler de copinage, parler de favoritisme. Mais on ne peut pas regarder, je donne des noms, un monsieur comme Abdoulaye Sangaré, dans les yeux pour parler de copinage, ce n'est pas possible. Ou bien une dame qui a fait vraiment le beau jour de ce métier, Marie-Paul Djedje, qui est la présidente, et puis parler de copinage ou bien de corruption. Donc je pense que ce débat-là, je pense qu'il faut en tout cas mettre par la tête. Ça ne peut pas se passer en tout cas à l'UNJCI, ce n'est pas possible. Pour cette 21e édition, vous avez mis en route des innovations, on va les citer pêle-mêle, inscription en ligne des journalistes pour participer à la soirée des Ebonies, projection des portraits, des productions des nominés et lauréats, une émission bilan, post-Ebony. Alors pourquoi toutes ces innovations en 2 mots? Et puis est-ce que vous les avez toutes réussies? Bon, j'avoue qu'au niveau de l'affichage et du résumé, en tout cas des différents nominés et de ceux qui ont été distingués, on n'a pas pu parce que le timing n'a pas pu être, c'était vraiment une première innovation. Bon, je profite de l'occasion pour m'en excuser, vraiment pour les détails techniques qui n'ont pas pu marcher, en tout cas au cours de cette nuit. Mais nous allons continuer de peaufiner cela. Mais ce qu'il faut retenir comme l'innovation principale, c'est en tout cas la récompense de tous les nominés. Avant, ça ne se faisait pas, c'était les distingués qui étaient récompensés. Mais cette année, on a décidé vraiment de récompenser tous les nominés avec un diplôme de participation et puis une enveloppe et du matériel. Des millions sont distribués à Ebony et c'est un encouragement à participer à ce prix d'excellence. Non, mais je le dis toujours, les journalistes ne sont pas vraiment la dernière roue, la charrette. Le journaliste fait partie de l'élite. Le journaliste, c'est le bac plus 3, bac plus 4.
Bac plus 5. Donc, ils font partie de l'élite, au même titre que les avocats, les magistrats, etc. Donc, c'est parce que, parfois, les journalistes ne se prennent pas au sérieux. Ce sont des intellectuels. Je pense qu'il est temps pour les journalistes de Côte d'Ivoire de prendre réellement leur place dans la société. 2020, Ebony 2020 en décembre ou en janvier? Oui, en décembre. En décembre, je pense que la première semaine de décembre, nous allons tenir en tout cas le pari encore. Et on espère encore vous retrouver pour nous parler des innovations pour Ebony 2020. Merci. Merci. Je l'espère aussi par la grâce de Dieu. Je vous remercie. Merci Jean-Claude. Merci la RTI qui est notre partenaire pour tout ce qu'elle a fait et continue de faire pour nous. Merci Jean-Claude Coulibaly d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. On se quitte avec ce petit cours d'histoire sur le prix Ebony qui récompense chaque année les meilleurs journalistes ivoiriens. Il a été institué en 1998 en hommage au célèbre journaliste ivoirien Noël X Ebony qui a déposé la plume hélas un 22 juillet 1986 au Sénégal. Et en sa mémoire, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire pérennise le prix Ebony pour promouvoir l'excellence. Très belle soirée. À demain 20h.